Avant, vous viviez dans un brouillard. Ces accusations tournaient en boucle en vous. Peut-être que je suis fautif. Si j'étais plus gentil, plus patient, plus, vous espériez son amour conditionnel, comme une récompense à mériter. Si je m'excuse encore, si je cède, alors peut-être qu'il ou elle sera gentil, peut-être que le calme reviendra. Mais maintenant, vous avez compris que c'est son propre système narcissique qui le ou la détruit et pas votre manque de sacrifice. Quelque chose a craqué. Votre souffrance a dépassé un seuil trop épuisé, trop humilié, trop méprisé pour continuer. Et votre inconscient, ce merveilleux mécanisme de survie, a forcé votre changement. Maintenant, vous ne voyez plus la dispute. Vous voyez la mécanique derrière. La projection, le chantage, l'inversion des rôles. Vous comprenez enfin que ces attaques disent tout de lui ou tout d'elle et absolument rien de vous. Avant, vous aviez peur de son rejet, de sa colère, de son silence glaçant. Maintenant, une réalité libératrice émerge. Son silence, ses menaces, c'est une libération. Ils vous ont permis de voir son vrai visage derrière son masque. Votre cerveau a basculé en mode self-défense. Votre priorité a basculé irrémédiablement. Votre santé prime sur ses caprices délirants. Et c'est à partir de cette prise de conscience salvatrice, il ne vous reste plus que le bruit déchirant d'un amour qui, pour ne pas vous tuer, doit apprendre à mourir. Ce deuil-là, c'est le deuil du vivant. Je suis Fatem Zahra Alami, j'accompagne les cœurs endeuillés par la vie, par l'amour, par ces relations qui ont failli les détruire. Et aujourd'hui, je vous parle de ce moment précis, ce moment de bascule où quelque chose en vous, quelque part, a compris que quoi que vous fassiez, quoi que vous donniez, quoi que vous sacrifiez, cela ne suffirait jamais. Et que continuer, c'était signer votre propre arrêt de mort émotionnel. Ce n'est pas juste une décision, c'est une recalibration biologique. Quand la souffrance dépasse un seuil, l'inconscient force le changement. C'est un mécanisme de survie. Votre système nerveux s'est recalibré. L'amygdale, le siège de la peur dans votre cerveau, s'est emballé pendant longtemps à chaque alerte, à chaque attaque. Mais face à l'épuisement, elle diminue son activité face aux attaques répétitives du manipulateur narcissique. Elle s'habitue non pas à la violence, mais à son inutilité. Avant, une attaque ou une provocation déclenchait une panique en vous et qui vous faisait céder. Maintenant, la même attaque déclenche un calme étrange qui vous fait dire « Stop, je ne veux plus de ça ». Vous n'êtes plus celui ou celle qui tremble, vous êtes celui qui choisit, qui décide. Vous avez compris la logique implacable de sa dynamique toxique. Plus on alimente un narcissique, plus son besoin grandit. Et plus il devient agressif. C'est comme remplir un seau percé. Tôt ou tard, rien ni personne ne peut plus suffire. Sa crise existentielle est inéluctable. Ce n'est pas vous, c'est la nature même de sa pathologie. Vous avez compris maintenant que même quand il ou elle paraît calme, ce n'est qu'une bombe à retardement. Elle explosera plus tard, sans raison valable. Vous n'êtes plus dupe et vous avez décidé de vous retirer du jeu simplement. Votre réveil n'est pas un hasard, c'est le fruit invisible de vos batailles internes. Il ou elle n'a pas changé, mais vous, oui. Désormais, votre mission première est de vous protéger et de vous honorer. Votre douleur est un éclairage libérateur. Elle vous montre la vérité. Enfermé dans son illusion de grandeur, le narcissique ne peut échapper à sa solitude ni à sa chute. Parce que tôt ou tard, son faux self finira par s'effondre. Imaginez un funambule sur un fil tendu au-dessus du vide. Son équilibre est une fragile symphonie d'admiration et de contrôle, mais le vent se lève, le public se détourne, la fatigue survient.
Et c'est la chute narcissique. Ce n'est pas une déception, c'est un effondrement identitaire où son masque s'écroule. Son besoin d'admiration fonctionne comme une dépendance. Un narcissique, avec le temps, devient comme un dealer qui aurait fini par consommer tout son propre stock. Les mêmes doses de flatterie ne suffisent plus. Il exige toujours plus d'attention, plus de soumission, plus de dévotion, épuisant progressivement son entourage. Donc, tôt ou tard, vous auriez fini par craquer. Seul en manque, comme un toxicomane, exigeant toujours plus, il augmente les exigences comme des doses. Scandale, provocation, crise, même à dose maximale, l'approvisionnement ne comble plus son vide intérieur. D'ailleurs, rien ne le comblera jamais. Parce que, incapable de se reconstruire, il répète indéfiniment les mêmes schémas, préférant souffrir dans le déni plutôt que d'affronter sa vulnérabilité. Vous avez fini par réaliser que sa vie est un champ de ruines, quoi que vous fassiez, et que votre sacrifice n'y changerait absolument rien. Et la question aujourd'hui qui se pose, comment vous désengager sans provoquer un ouragan? La règle d'or est cruciale, désengagement sans affrontement. On n'annonce pas « je te quitte » à un tsunami, on apprend à nager vers les hauteurs, silencieusement. Car autrement, cela sera perçu par le narcissique comme une déclaration de guerre. Voici maintenant des techniques concrètes. Le grignotage des interactions. Réduisez la fréquence des appels, passez de 5 appels par semaine à 2, puis à 1. Raccourcissez les échanges. Désolé, je dois raccrocher. À bientôt. Sans justification. Introduisez un délai avant de répondre au message. Attendre, par exemple, 4 heures avant de répondre à un SMS, même si vous avez vu le message. L'objectif est qu'il ou elle cherche ailleurs son approvisionnement sans vous cibler. Ensuite, le sevrage émotionnel. Arrêtez les compliments, la réassurance, devenez un mur sobre et neutre, pas un miroir. Les narcissiques détestent l'indifférence. Et au final, reconstruisez vos frontières. Vos limites sont précieuses. Coupez court à toute tentative de maltraitance, avec une phrase clé, simple et non négociable. Je ne discute pas avec celui ou celle qui me traite mal. Point. Visualisez une clôture infranchissable autour de vous. Réapprenez à exister loin de cette relation toxique. Occupez-vous. Faites de nouvelles activités qui vous font du bien. Et que faire si c'est lui ou elle qui a rompu brutalement? Le fameux discard du narcissique pathologique, qui vous a insulté et bloqué. Libérez-vous de la culpabilité. Ceci est un script prévisible dans la dynamique narcissique. Il ou elle aurait toujours trouvé une raison de vous détruire. Ce discard, ce rejet, n'est pas arrivé parce que vous avez mal agi, mais parce que vous ne le ou la nourrissiez plus assez, parce que votre soumission a fini par l'ennuyer. Les narcissiques ont besoin de drame pour se sentir vivants. Ces reproches, sa réécriture de l'histoire, où il ou elle devient la victime, c'est de l'inversion narcissique. Ça lui permet de justifier son rejet en se disant « je suis la vraie victime ». Un mécanisme classique pour vous faire douter de votre mémoire, vous punir et vous garder coincé dans le passé à analyser ces mensonges au lieu de vivre. Pour vous garder dans l'illusion de devoir faire plus et pour vous faire courir après lui ou après elle. Si vous cédiez, il ou elle reviendrait pour mieux vous rejeter plus tard. C'est un cycle infernal duquel vous ne sortirez jamais gagnant, ni sain et sauf. Vous ne tomberez plus désormais dans ce piège émotionnel de tenter de vous défendre, parce que plus vous le faisiez avant, plus il ou elle utilisait vos mots contre vous. Alors que faire à la place aujourd'hui? Ne plus jamais répondre à ses reproches, ni justifier vos actes, ni espérer une réparation. Écrivez votre vérité. Listez les pires choses qu'il ou elle a faites ou dites. Relisez-les quand le doute s'installe. Voyez son blocage comme un cadeau. Il ou elle vous évite de devoir vous désengager. Vous avez maintenant l'espace pour guérir. Votre meilleure revanche, c'est de vivre enfin sans marcher sur des œufs,
sans avoir de compte à rendre à personne, et comme on dit, vive qui m'abandonne. Il me rend à moi-même. Ce n'est pas une rupture, c'est une libération. Ces mots sont des flèches, mais vous n'êtes plus son bouclier. Il ou elle vous a rendu responsable de son bonheur. Aujourd'hui, vous rendez ce fardeau. Il ne vous a jamais appartenu. En même temps, cela ne vous empêche pas d'accueillir avec compassion vos émotions. Le deuil du vivant n'a rien à voir avec le deuil que l'on traverse quand quelqu'un meurt. Surtout quand on vous jette comme on jette une ordure sans raison, sans explication, sans logique, alors que vous avez tout donné. C'est une blessure à part, souvent teintée d'une colère sourde, une colère qui se tourne contre le narcissique bien sûr, mais aussi et surtout contre soi-même pour avoir tant supporté. Cette petite voix qui demande sans cesse « Pourquoi ai-je toléré sa maltraitance ?» Clarifier les réponses à ces questions est une étape cruciale pour avancer. C'est un pilier de ce deuil si particulier. C'est alors que nous revient l'historique de la relation toxique qui se déroule maintenant dans notre mémoire, comme pour dénouer l'énigme. Cette illusion du contrôle, oui, cette croyance passée que si l'on ajustait assez notre comportement et si on marchait tout le temps sur des œufs, on pourrait éviter ces crises. Sauf qu'on a fini aujourd'hui par comprendre la terrible équation « plus je cédais, plus il ou elle avait des exigences délirantes ». Puis notre histoire nous ramène au syndrome du sauveur, le fait d'avoir pensé naïvement que notre amour, notre empathie, notre patience infinie allaient l'aider à guérir ses blessures et lui redonner une meilleure estime de soi. Aujourd'hui, notre petite voix répond. Je me suis rendu compte que mon empathie, mon amour, mon authenticité et ma patience étaient mal interprétés, et tout cela ne faisait qu'alimenter son mépris à mon égard. Et puis il y a le souvenir de cette volonté de vouloir le ou la protéger, cette peur innocente de lui faire du mal, de le blesser. C'était pourquoi on s'effaçait, et aussi la peur de la solitude. Même toxique, cette relation était un lien familier, et l'absence faisait peur aussi. Et on a longtemps pensé devoir mériter son affection par notre soumission, avant de comprendre qu'on ne mérite pas l'amour à genoux. Alors aujourd'hui, nous pleurons la mort d'une illusion, celle de ne pas avoir été aimé, mais d'avoir été abusé. Et notre petite voix continue de nous raconter ce que nous savons déjà. Je pleure mes succès étouffés et l'expression de mon vrai moi que je laissais de côté au cours de nos échanges pour ne pas l'offusquer. Ce rôle de composition que je jouais pour ne pas déclencher sa colère, sa jalousie, son sentiment d'infériorité. Je pleure de tristesse pour tout ce temps perdu, pour toute cette énergie, cet amour gaspillé, qu'il ou elle a jeté à la poubelle sans pitié en les accusant d'hypocrisie. Je pleure la culpabilité qui ronge, et si j'avais dit stop à tout ça plus tôt. Enfin, je pleure l'effondrement d'une illusion. J'ai cru longtemps être un soleil dans ses journées, un phare dans sa tempête. En réalité, je n'étais qu'une bougie qu'elle soufflait à sa guise. Ce deuil de l'illusion est peut-être le plus douloureux. C'est une partie de votre histoire que vous enterrez. Comme un chantier de reconstruction, parfois on doit casser un mur pour le rebâtir plus solide. Ça fait du bruit et de la poussière, mais ce n'est pas une catastrophe. C'est le progrès en action. Vous avez enterré l'espoir toxique pour faire naître la personne résiliente que vous êtes aujourd'hui. Et désormais, votre loyauté va à vous-même. On n'allume pas une bougie pour éclairer le passé, mais pour montrer le chemin à venir. Votre deuil du vivant n'est pas la fin de l'amour, c'est son redéploiement. Une énergie immense qui, ne s'investissant plus dans le sable mouvant d'une relation toxique, peut enfin vous revenir. Votre nouvelle force est que vous ne voyez plus en lui ou en elle une victime complexée et fragile à protéger, mais un
ou une adversaire stratégique dont vous décodez les tactiques. Parce que quand on comprend les règles du jeu, on cesse d'être un pion. On ne craint plus la solitude quand on a appris à se suffire à soi-même. Et une personne fragile ne cherche pas à blesser les autres. Alors, la personne qui mérite vraiment que vous en preniez soin, c'est vous. Prenez soin de vous.